Il a regardé le policier, puis a dit « Je sais où vous étiez cette nuit-là. » La salle d'audience était d'un silence étouffant lorsque Victor Darnel franchit les lourdes portes en chêne, le poids d'yeux invisibles se posant sur ses épaules comme des briques. L'écho de ses chaussures cirées heurtant le parquet brillant se répercutait sur les piliers de marbre, chaque pas détournant l'attention des spectateurs murmurant pour la focaliser uniquement sur lui. Il marchait d'un pas calme et mesuré, la colonne vertébrale droite et les épaules carrées, même si, sous la surface, une tension s'accumulait dans sa cage thoracique. Une odeur rance de vieux livres, de sueur et de bois ciré flottait dans l'air, s'épaississant à chaque respiration. Le plafond se dressait tel un dieu indifférent, silencieux et insensible à la justice ou à l'injustice, se contentant d'observer. À sa gauche, des journalistes griffonnaient furieusement sur des bloc-notes, tandis que d'autres braquaient d'imposants appareils photo aux lumières rouges, clignotantes, leurs objectifs tels des yeux prédateurs. Chaque flash capturait son malaise, chaque murmure cherchait à définir son rôle avant même qu'il ne prononce un mot. Pour eux, il n'était plus un homme, il était un élément du récit, un martyr potentiel ou un pion. Quelque part au fond, il aperçut deux dessinateurs judiciaires le regardant avec une vague curiosité, leur crayon dessinant déjà le portrait d'un homme capable de démêler l'affaire. Mais Victor se fichait de leurs regards, ni des histoires qui se formaient déjà autour de lui. Son regard se porta vers le garçon assis derrière la table de la défense. Dion Maddox était assis, enchaîné comme une bête en cage, les poignets liés par un acier mat qui reflétait la lumière crue de la salle d'audience. Il ne devait pas peser plus de 63 kilos. Un blazer sombre et surdimensionné pendait de sa petite silhouette comme une armure empruntée, sa cravate de travers comme si quelqu'un l'avait nouée à la hâte. Son visage, lisse, jeune, effrayé, ne ressemblait en rien à celui que l'accusation décrivait dans les médias. Il n'y avait là aucune malveillance, aucune rage. Juste un adolescent qui s'efforçait de comprendre pourquoi le monde lui tournait soudain le dos. L'estomac de Victor se serra lorsqu'il croisa le regard du garçon, sombre, écarquillé et suppliant. Des yeux qui exprimaient plus de peur que de culpabilité, des yeux qui n'avaient rien à faire ici. Derrière Victor, Thomas Lyle entra discrètement, la porte se refermant derrière eux avec une morne et définitive qui ressemblait plus à un tombeau qu'à une salle d'audience. L'avocat commis d'office vieillissant avançait lentement, chaque pas résonnant d'années de fatigue. Son costume, légèrement froissé et démodé, témoignait de trop de longues nuits et d'un manque de victoire. Dans sa main, la mallette en cuir cabossé oscillait bas, griffée, déchirée aux coutures, bourrée de documents qui n'avaient guère de chance face à la machinerie de l'accusation. Ses jointures, rugueuses et tachées par des années d'encre et de pression, agrippaient la poignée comme une bouée de sauvetage. Il n'y avait aucune illusion entre eux. Lyle n'était pas un faiseur de miracles et Victor n'était pas un héros. Mais aujourd'hui, ils étaient tous deux bien plus dangereux, témoins de la vérité. À la barre, le juge Wesley Morton était assis comme une relique taillée dans la pierre, immobile et impassible. Sa robe drapait sa large silhouette comme des ombres, son expression indéchiffrable sous ses lunettes à monture épaisse. Sa réputation le précédait dans les murmures, un homme connu non pour la justice, mais pour l'ordre. 30 ans de magistrature l'avaient laissé froid et clinique. Des rumeurs circulaient sur des dîners tardifs avec des procureurs, des accords conclus et des affaires qui s'évanouissaient comme de la fumée. Morton souriait rarement, et quand il le faisait, ce n'était jamais en public. Aujourd'hui, il saluait à peine Victor en s'approchant de la barre, ses doigts tambourinant légèrement sur le banc, ses yeux parcourant un document avec un désintérêt désinvolte. Victor s'approcha de la barre des témoins, chaque pas plus lourd que le précédent, comme si des chaînes invisibles tentaient de le retenir. Il jeta un bref coup d'œil vers la table de l'accusation où Mallory Ridge était assis. Mâchoire fine, cheveux lisses, son costume à $1000 taillé à la perfection. Le procureur adjoint lança à Victor le sourire d'un homme qui avait déjà écrit la fin. Son regard était vide, mécanique,
efficace. Victor connaissait son genre. Un bâtisseur de carrière, pas un chercheur de vérité. Ridge avait reçu l'affaire emballée dans un ruban, une victoire publique. Peu lui importait que Déon soit coupable. Ce qui l'intéressait, c'était que quelqu'un ait payé pour le badge qui avait saigné dans cette ruelle. L'acte d'accusation contre Déon s'était répandu comme une traînée de poudre. Un adolescent agresse un policier hors service, titraient les journaux. Les médias se sont focalisés sur une photo de Déon tirée de son dossier scolaire. Un sourire gêné, surpris, en plein clignement des yeux, dépeint, comme une arrogance suffisante. Personne n'a publié les photos de lui gagnant le concours de sciences de l'État ou aidant sa grand-mère à l'église. Lorsqu'il a été exfiltré de chez lui 2 semaines plus tôt, les sirènes ont hurlé dans le quartier comme une marche de la mort. La police a envahi la rue sans mandat, sans sommation. Sa mère, Lorraine, était debout en chemise de nuit, hurlant jusqu'à en perdre la voix. On a dit aux voisins que Déon était une menace. Personne n'a remis en question. Victor n'avait pas eu l'intention de s'en mêler. Il n'avait aucune envie de participer au procès de qui que ce soit. Son monde était simple. Faire le plein, empiler les tickets de caisse, s'occuper de ses affaires. Cette nuit-là, pourtant, il a vu quelque chose qui a bouleversé son univers. La fenêtre arrière du commissariat donnait sur la ruelle où tout s'était passé. Il n'était pas censé voir quoi que ce soit, mais parfois, le destin ne demande pas la permission. Il était sorti pour ramasser les poubelles, et là, de l'autre côté du parking, il aperçut des ombres bouger. 2 silhouettes, l'une blessée, l'autre non, pas d'adolescent, pas de fuite, juste le silence, puis retraite. Le lendemain matin, il apprit la nouvelle. Dion Maddox arrêté pour l'agression au couteau du lieutenant Chase Rowan. Le nom ne lui disait rien sur le moment, mais le visage dans le journal n'était pas celui qu'il avait vu ce soir-là. Il n'alla pas à la police. Pas immédiatement. Il se dit que ce n'était pas ses affaires. Il se dit qu'il avait peut-être tort, qu'il n'avait peut-être pas vu ce qu'il croyait voir. Mais l'image ne quittait pas son esprit. La façon dont l'homme indemne avait bougé, calculé, comme s'il n'était pas paniqué ou en train de fuir, mais en train de nettoyer. Comme s'il était déjà passé par là. Victor commença à perdre le sommeil, hanté par la possibilité qu'un enfant soit utilisé pour couvrir les erreurs de quelqu'un d'autre. Quand les assignations à comparaître arrivèrent, ce n'était pas un hasard. Quelqu'un avait déjà murmuré son nom dans le système. Il était assis, la main droite levée pour prêter serment, le serment lui paraissant plus lourd que les écritures. En baissant la main, son regard parcourut à nouveau la salle d'audience. Il les vit. Des fonctionnaires municipaux en costume sombre, chuchotant derrière les rangées de la défense. Il aperçut le capitaine Neely du commissariat, les bras croisés, le visage inexpressif. Et derrière eux, au tout dernier rang, un homme aux tempes grises et aux chaussures cirées qui ne scia pas une seule fois. Victor ignorait leurs noms, mais il savait ce qu'ils étaient. Des agents de l'ordre, des observateurs, des hommes qui opérèrent dans la pénombre, veillant à ce que des procès comme celui-ci ne basculent pas vers la vérité, alors qu'ils n'étaient pas censés le faire. Il avait fallu moins de 3 jours après l'arrestation de Déon pour que l'affaire soit traitée en accéléré. Les demandes de communication furent retardées, les images de surveillance marquées non concluantes et scellées par ordonnance du tribunal. Le couteau ne fut jamais retrouvé, mais le juge jugea les preuves indirectes suffisantes pour poursuivre. Un seul renseignement anonyme, plus tard relié à un téléphone jetable, avait localisé Déon sur les lieux, et cela suffisait. Thomas Lyle déposa requête sur requête, toutes rejetées. Il avait murmuré à Victor lors de leur première rencontre, d'une voix basse et amère. « Ils ne veulent pas de procès, dit-il. Ils veulent une résolution. » Alors que Victor était assis sous le regard aveuglant du tribunal, il réalisa à quel point la salle était assiégée contre eux. La justice n'existait plus ici. Cela faisait longtemps qu'elle n'existait plus. La salle d'audience n'était qu'un théâtre. Des acteurs jouaient une tragédie écrite avant même le lever du rideau. Le public n'était pas venu pour la vérité.
Il en vint à avoir le sentiment que quelque chose avait été fait. Mais Victor savait que s'il gardait le silence, le garçon enchaîné ne reverrait plus jamais la lumière du soleil. Il inspira lentement, se ressaisit. Le silence se fit plus intense. Et du coin de l'œil, il vit Déon légèrement penché en avant, les yeux rivés sur lui, sans le supplier. Sans le supplier. Juste l'observer. Espérant que peut-être, juste peut-être, quelqu'un dans la pièce se souvenait de ce qui était bien et de ce qui était mal. Et à cet instant, Victor Darnel sut qu'il dirait la vérité, même s'il devait pour cela abattre les murs qui l'entouraient. 2 semaines avant le procès, la vie de Victor Darnel avait encore une apparence de banalité. Il se levait tôt, préparait le même café bon marché qu'à son habitude et marchait sur les trottoirs fissurés jusqu'à la station-service, où il tenait la caisse 6 jours par semaine. Un travail que la plupart des gens négligeaient, un visage que la plupart des clients oubliaient. Mais ce rythme fragile se brisa dès qu'on frappa à sa porte. Il s'en souvenait trop clairement. 3 coups légers, presque polis. Il était à peine midi, le soleil filtrait à travers les rideaux, la poussière dansait dans l'air comme si elle ne savait pas ce qui allait changer. Il ouvrit la porte à une personne qu'il n'avait vue qu'à la télévision ou en campagne électorale, le visage toujours illuminé par les caméras, la voix toujours douce et inspirante. Le sénateur Paul Wexley se tenait là, tel un fantôme venu d'un autre monde, vêtu d'un manteau bleu marine sur mesure et d'un sourire fatigué qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Victor ne parla pas sur le moment. Il s'écarta simplement et laissa entrer l'homme. Le sénateur ne perdit pas de temps. Il scruta la pièce avec un mépris discret, ses yeux effleurant le canapé affaissé, la planche de parquet branlante près du réfrigérateur, la photo de travers du défunt père de Victor en uniforme militaire. Puis il s'assit, sans poser de questions, sans attendre. Juste assis dans le fauteuil de Victor, comme s'il était déjà le maître des lieux. Et lorsqu'il parla enfin, ses paroles étaient douces, voire douces mais lancinantes. « Vous avez vu ce que vous croyez avoir vu », commença Wexley en se penchant en avant, comme pour lui confier un secret. « Mais si vous dites ce que vous croyez avoir vu, votre emploi est perdu, votre retraite est perdue, et peut-être, si vous insistez suffisamment, votre famille aussi. » Victor n'avait pas répondu, non pas par obéissance, mais par une paralysie qui lui enserrait la poitrine comme des chaînes, le genre de paralysie né du fait que les gens comme Wexley ne frappaient aux portes que s'il y avait quelque chose de grave derrière. Le sénateur ne menaça pas 2 fois. Il se leva, ajusta ses menottes et partit sans un regard en arrière. La porte se referma derrière lui avec un bruit sec comme une cellule. Cette nuit-là, Victor resta assis des heures en silence, l'écran de télévision brouillé. La menace était profondément ancrée en lui, mais quelque chose d'autre aussi, une douleur, un poids. Il n'arrivait pas à dormir, il ne pouvait même pas s'allonger. Alors, vers minuit passé, il se dirigea vers la station-service, plus par mémorisation que par planification, les mains tremblantes tandis qu'il déverrouillait la porte d'entrée et allumait les lumières clignotantes. Il ne le remarqua pas tout de suite, mais alors qu'il feuilletait les reçus du soir derrière la caisse, quelque chose scintilla entre les piles de tickets à gratter et de paquets de chewing-gums, une clé USB, vieille, rayée, pas de note, juste la forme d'une vérité que quelqu'un voulait lui confier. Il hésita avant de la brancher sur l'ordinateur défoncé qu'ils utilisaient pour vérifier l'inventaire des fournisseurs. L'écran bourdonna, puis s'anima avec une vidéo intitulée simplement « 11h03 ». Son estomac se noua lorsqu'il cliqua. Une image granuleuse apparut, légèrement inclinée vers le bas, comme filmée depuis un escalier de secours. On y voyait la ruelle derrière l'épicerie, silencieuse, désolée. Puis du mouvement. Un homme apparut en titubant, un homme blanc, la trentaine, boitant, du sang sur sa chemise. Le lieutenant Chase Rowan. Victor observa de plus en plus incrédule. Rowan était déjà blessé avant même d'entrer dans la ruelle. Puis, à 11h04, une berline noire entra dans le champ. Ses phares s'éteignirent,
avant que le moteur ne s'éteigne. La portière du conducteur s'ouvrit. Un homme aux larges épaules en uniforme en sortit. L'image était trop granuleuse pour que les traits soient nets, mais la posture, la démarche étaient indéniables. L'agent Glenn Baylor, le partenaire de longue date de Rowan. Il s'approcha du corps de Rowan lentement, délibérément, comme un homme qui n'était pas surpris de le trouver là. La vidéo s'est arrêtée quelques secondes plus tard, s'interrompant avant même qu'on puisse en voir davantage. Mais c'était suffisant. Suffisant pour savoir que l'histoire racontée au tribunal était un mensonge. Suffisant pour savoir que Deon Maddox n'était pas l'auteur de ce crime. Et suffisant pour savoir que quelqu'un, peut-être une rumeur au sein du système, voulait que cette vérité soit révélée. Victor avait passé les jours suivants dans le brouillard. Il avait copié les images, les avait stockées sur 3 clés USB distinctes, les cachant dans des endroits que lui seul pouvait trouver. Il savait que ce qu'il tenait n'était pas seulement une preuve. C'était une source d'information sous tension. Si elle était divulguée, elle pourrait anéantir des carrières, révéler des alliances secrètes, faire s'effondrer des services entiers. Mais si elle restait cachée, un jeune innocent finirait sa vie derrière les barreaux, voire pire. Au début du procès, Victor avait pris sa décision. La peur le poursuivait toujours comme une ombre, mais une clarté s'imposait désormais, le besoin d'être plus qu'un simple témoin. Il n'était pas seulement un homme qui avait vu quelque chose, c'était un homme surveillé. Maintenant, dans la salle d'audience, la pression était revenue en force. Les lumières étaient plus chaudes que d'habitude, l'air plus vicié. Le procureur Mallory Ridge arpentait ses rues devant lui comme un prédateur en costume de créateur, le genre d'homme qui sourit aux caméras avant d'étriper quelqu'un d'un trait de rhétorique. Victor était assis, le dos droit, le cœur battant la chamade. Ridge récita la version officielle. Deon fuyant la ruelle, les mains ensanglantées, filmé par la caméra floue d'un magasin à 3 pâtés de maison. Puis, le moment arriva. « Vous avez dit avoir vu l'accusé fuir les lieux, n'est-ce pas ?» demanda Ridge, la voix imprégnée d'assurance. Victor ne sia pas. « Je n'ai jamais dit ça. » Un silence. Ridge pencha la tête, pris au dépourvu, mais refusant de le montrer. « Alors, qu'avez-vous vu exactement, monsieur Darnell ?» Le regard de Victor parcourut la salle, ni pressé, ni paniqué, calculé, intentionnel. Ils dépassèrent les jurés, la mère de Deon dans la galerie, un chapelet à la main, le juge Morton qui faisait tout ce qu'il pouvait pour paraître indifférent. Et finalement, ils atterrirent au fond de la salle, l'agent Glenn Baylor, debout, le visage impassible, vêtu de son uniforme, comme s'il était venu non pas pour regarder, mais pour être vu. Victor le fixa du regard. Il le retint, puis se tourna vers le procureur. « Il a regardé le policier ?» dit Victor d'une voix égale, sa voix tranchant le silence comme du verre. Puis a dit « Je sais où vous étiez cette nuit-là. » L'espace d'une fraction de seconde, la salle d'audience retint son souffle. Puis, comme un barrage qui cède, le chaos éclata, le bruit des chaises qui raclaient, des halètements, des cris, le grincement frénétique de la plume d'un journaliste sur le papier. Les obturateurs des appareils photo claquèrent dans la galerie comme des coups de feu. La voix du juge Morton résonna par-dessus le vacarme, exigeant l'ordre, frappant son marteau avec une urgence désespérée. Mais il était trop tard. L'instant avait ouvert une brèche. Le visage de Mallory Ridge pâlit sous l'éclat de la bravade du tribunal. Il ouvrit la bouche puis la referma, la mâchoire crispée. Victor ne broncha pas. Ses yeux ne quittèrent pas l'agent Baylor, désormais raide comme une statue, à l'exception d'un tressaillement. Sa main se déplaça lentement, incertaine, vers le côté de sa ceinture, juste au-dessus de son étui. À cet instant, le temps sembla ralentir. Tous les regards se tournèrent vers lui. La main d'un huissier planait près de sa propre arme. La tension emplit la pièce comme de l'essence, attendant l'étincelle. Mais Baylor ne tira pas. Sa main retomba sur son flanc. Le juge Morton, visiblement en sueur, sa robe humide sous les bras, frappa 3 fois de plus le marteau avant d'annoncer une suspension d'audience,
la voix tendue par quelque chose qui ressemblait fort à de la panique. Il ne regarda pas Victor, il ne regarda pas Déon. Il se contenta d'aboyer l'ordre de quitter la salle d'audience et se leva avant que quiconque ne puisse protester. Victor resta assis un instant de plus, fixant l'espace où se tenait Baylor. Quelque chose avait changé, et pas seulement dans la salle d'audience. Le mensonge se défaisait. Et une fois que la vérité commence à transparaître, impossible de la refouler dans l'obscurité. La nuit suivant la fin de l'audience, Victor rentra chez lui et sut que quelque chose clochait dès qu'il tourna la poignée de la porte. Elle ne résista pas. Aucune rayure, aucun dommage, juste ouverte. L'odeur à l'intérieur était plus froide, trop propre, stérile, d'une manière que son désordre habité ne lui permettait jamais. Tous les tiroirs avaient été fouillés. Sa chaise de cuisine était renversée. Ses photos gisaient face contre terre. Mais le signe le plus révélateur se trouvait sous le bureau, dans le coin, là où la clé USB avait été glissée dans un dictionnaire creusé. Le livre avait disparu, pas égaré, emporté. Il ne paniquait pas. La panique venait plus tard. Pour l'instant, il se tenait silencieux au milieu du chaos, le laissant s'imprégner. Pas de policiers, pas de serrure cassée. Aucun signe de lutte, ce n'était pas un cambriolage. C'était un avertissement. Une opération chirurgicale avec un message clair. On vous voit, on est à l'intérieur, et on n'a pas peur de vous le rappeler. Il prit un des cadres par terre, une photo de son fils avant le divorce, avant que les choses ne se compliquent, et le reposa délicatement sur l'étagère. Ses mains tremblaient. Il n'envisagea même pas d'appeler la police. Certains d'entre eux étaient probablement déjà au courant. Au lieu de cela, il rangea le peu qui restait intact, son ordinateur portable, quelques documents, son portefeuille, et sortit par l'escalier de secours. La nuit était épaisse de ce silence inquiétant, propre aux villes juste après minuit. Des ordures bruissaient, un chat traversa la ruelle en courant, et Victor disparut dans l'obscurité, avec une seule destination en tête. Thomas Lyle habitait un appartement au 2e étage, au-dessus d'un bureau des impôts condamnés, dans un quartier autrefois animé avant d'être abandonné à l'abandon. Les fenêtres étaient à double barreau, la porte d'entrée renforcée. Lyle ne faisait plus confiance aux serrures depuis le jour où sa vie a été détruite par un incendie. Lorsque Victor frappa, il entendit le bruit d'une chaise raclant le sol à l'intérieur, le clic de plusieurs verrous, et enfin, le grincement de la porte qui s'ouvrait. Lyle, avec sa barbe hirsute et son sweat à capuche usé, ressemblait à un homme oublié depuis longtemps. Mais son regard était perçant. Victor n'eut pas besoin de s'expliquer, pas en détail. Il lui dit simplement que la clé USB avait disparu et que quelqu'un était entré dans son appartement. Puis il lui raconta ce que la vidéo avait montré. Baylor, la ruelle, la voiture noire, le corps qui tombait. Lyle écouta sans interruption, affalé dans le fauteuil inclinable usé près de la fenêtre au rideau, et lorsque Victor eut terminé, les yeux du vieil avocat brillèrent d'une lueur rare. Le chagrin, peut-être, ou la résignation. Il s'en souvenait. Ce sentiment de tenir la vérité entre ses mains, d'en sentir le poids, et de savoir que ce ne serait pas suffisant. Il raconta à Victor que 10 ans auparavant, il avait défendu un lanceur d'alerte, un jeune policier qui avait démasqué un réseau de flics corrompus qui introduisirent des preuves dans des affaires de drogue. Lyle avait alors cru au système. Il croyait que la justice, une fois révélée, pouvait triompher. Mais le policier était mort dans un accident de voiture 3 semaines avant le procès. Frein cassé. Cause indéterminée. L'affaire classée. Les preuves avaient disparu. Et Lyle, après avoir publiquement accusé le département de sabotage, avait été radié du barreau pour faute professionnelle. Il n'avait été réintégré qu'après avoir défendu pendant 2 ans des cas de vol mineurs et d'agression mineure. Il portait encore les cicatrices de ce combat. Et maintenant, il voyait le même monstre le regarder, plus effronté que jamais. Le lendemain matin, la ville était ravagée par les rumeurs. Des cars de reportage étaient garés devant le palais de justice, leurs antennes pointant dans le ciel gris comme des armes. Les réseaux sociaux bourdonnaient,
de spéculation, mais rien de concret. Juste des questions. Dans la salle d'audience 4C, Victor et Lyle prirent place en avance. Le banc était vide. Le greffier s'agita. Des murmures circulaient de rangée en rangée. Quelque chose clochait. Le juge Morton entra en retard, 10 minutes après l'heure. Sa robe semblait plus ample, ou peut-être était-ce dû à la façon dont ses épaules s'affaissaient. Il ne jeta pas un coup d'œil à la galerie. Son habituelle suffisance s'était estompée, remplacée par une sorte de terreur creuse. Il annonça que le procès serait retardé. L'agent Glenn Baylor ne s'était pas présenté au tribunal. Aucune raison officielle n'avait été donnée. La salle d'audience murmura. Victor jeta un coup d'œil de l'autre côté de l'allée, là où Baylor était habituellement assis, le dos droit, l'air glacial. Vide maintenant. Puis vint la tempête de murmures, une fuite du service, une source anonyme, un congé administratif. Victor sentit l'air changer, comme si la salle entière retenait son souffle. Le juge Morton frappa une fois son marteau pour calmer les murmures, mais ne lutta pas trop fort. Le terrain était en train de bouger, et ils le savaient tous. Ailleurs, derrière des portes closes, bordées d'épais tapis et des entrées surveillées, le sénateur Paul Wexley se tenait devant les caméras et les journalistes, les lèvres retroussées en un sourire poli et appliqué. Il parlait d'intégrité, de confiance dans le système judiciaire. Il mettait en garde contre ce qu'il appelait les complotistes qui empoisonnaient le débat public avec des fuites sans fondement et des vidéos truquées. Il ne mentionnait ni Baylor ni le chaos judiciaire. Il n'en avait pas besoin. La presse avalait tout, griffonnant des extraits sonores, prenant des photos. Mais derrière les caméras, en coulisses, Wexley téléphonait à un rythme effréné. Il demandait des faveurs. Il menaçait. Il promettait. Il comprenait l'enjeu. Si Baylor tombait, il ne partirait pas seul. Il y aurait des transcriptions, des enregistrements, des connexions. Ils avaient tous les mains sales, et Baylor avait la mémoire longue. La clé USB avait été récupérée, certes. Mais Wexley ne pouvait pas être sûr que ce soit la seule copie. Des hommes comme Victor n'en faisaient pas qu'une. Ils cachèrent des choses, les distribuaient, se préparaient au pire. Et la vérité avait tendance à filer par les fissures. Il avait raison. Lyle avait anticipé cela. Il avait toujours cru au plan B, même lorsque la loi le trahissait. Des années auparavant, avant sa radiation, il avait défendu un directeur de collège accusé à tort de détournement de fonds. Arthur Wyman, un homme discret, au regard bienveillant et à l'esprit de résistance silencieuse. Wyman avait été blanchi grâce à Lyle et n'avait jamais oublié ce que cela lui avait coûté. Lorsque Lyle l'avait appelé la semaine précédente avec un message énigmatique, Wyman ne lui avait pas demandé pourquoi. Il avait simplement pris la clé USB, suivi les instructions et caché la vidéo au seul endroit où personne ne la regarderait. Dans le back-end d'un serveur scolaire crypté, enfoui sous des couches de code académique et de données d'élèves, Wyman avait téléchargé la vidéo sur un cloud privé. Un hôte obscur et anonyme, avec un minuteur automatique réglé pour publier le fichier dans exactement 48 heures. Personne ne pouvait y accéder. Pas même Lyle. À moins que le coupe-circuit ne soit actionné. Ce coupe-circuit était enfermé dans le bureau de Wyman, caché dans un manuel de physique, derrière un faux panneau sur l'étagère. S'il arrivait quoi que ce soit à Wyman, ou si Lyle omettait de prendre des nouvelles toutes les 12 heures, la libération se déclencherait. C'était grossier. C'était paranoïaque. C'était brillant. Or, le procès ne concernait pas seulement Deon Sanders, le garçon accusé d'un crime qu'il n'avait pas commis. Il ne s'agissait pas seulement du témoignage de Victor ou de l'absence de Baylor. C'était un compte à rebours, 48 heures avant que le monde ne découvre ceux qui avaient été enterrés. 48 heures avant que le public n'entende le nom de Baylor à côté des images. Avant que la voix du sénateur Wexley ne soit reconnue grâce à une écoute granuleuse incluse à la fin, celle où il menaçait Victor, claire comme le jour.
Victor était assis au dernier rang de la salle d'audience, la sueur perlant sur son visage malgré le froid. Lyle à ses côtés, les yeux fermés, calculateur. De l'autre côté de la ville, Wexley se tenait dans son bureau surplombant le Capitole, téléphone à la main, hurlant des ordres. Quelque part dans un modeste bureau d'école, Arthur Wyman était assis derrière son bureau tandis que les élèves passaient devant la fenêtre, complètement inconscients que le destin d'un procès, d'un garçon et d'un héritage se trouvait derrière lui, bourdonnant doucement sur un disque dur sécurisé. Et dans une cellule de détention au fond du commissariat, Deon Sanders attendait, pas seulement un verdict, mais que la vérité survive assez longtemps pour avoir de l'importance. Compris. Je vais étendre la partie 4 à exactement 7000 caractères, en respectant le ton, la structure et la profondeur émotionnelle des parties précédentes. Veuillez patienter pendant que j'y travaille. Voici la partie 4, étendue à exactement 7000 caractères. Le dernier jour du procès, la tension planait dans la salle d'audience, comme l'humidité avant l'orage. Les spectateurs remplissèrent chaque siège, se tenant épaule contre épaule le long du mur du fond, pressés par le poids de l'attente. Dehors, le son des chants de protestation filtrait à travers les fenêtres du tribunal. Le nom de Deon s'élevait et s'abaissait par vagues. Les journalistes étaient arrivés avant le lever du soleil, leurs camionnettes garées en rang serré le long du trottoir, les antennes dressées comme des épines dorsales. Le monde entier les observait désormais. À l'intérieur, le juge Morton entra plus lentement que d'habitude. Ses yeux semblaient plus ridés, sa robe légèrement ébouriffée, comme s'il avait vieilli en une semaine. Il scruta la salle d'audience d'un air non pas autoritaire, mais pesant. Pas de discours d'ouverture, pas de mise en scène. Juste un geste modeste, mais significatif. Il laissa Victor Darnell reprendre la barre et parler librement, sans interruption. Victor se dirigea vers le box des témoins comme un homme qui perd 1000 kilos. Sa posture était plus droite. Ses mains ne tremblèrent plus. Il n'avait plus rien dans ses mains maintenant. Ni mallette, ni dossier, ni clé USB, seulement la vérité. Son regard parcourut brièvement les visages de la galerie, s'attardant non pas sur la presse ou le public, mais sur Deon. Le garçon était assis, les poignets toujours entravés, même si personne ne semblait plus à l'aise avec cela. À côté de lui, Lyle hocha la tête, une légère poussée en avant. Victor inspira lentement avant de parler. Il décrivit cette nuit avec précision. Le moment où la ruelle s'illumina sous le faible lampadaire, le crissement des pneus, la voiture noire, la silhouette en uniforme traînant quelque chose de lourd, de mou. Il expliqua comment il avait observé la scène depuis le coin de la station-service, figé, effrayé, comment il avait vu le lieutenant Chase Rowan déjà à terre, du sang visible mais pas frais, et comment la silhouette, large d'épaules et boitant, était remontée dans la voiture et avait démarré bien avant que les sirènes ne retentissent. Il n'avait jamais mentionné la fuite de Deon, car Deon n'était jamais là avant la fin. Il l'avait déjà dit sous serment, mais cette fois, c'était différent. Cette fois, sa voix avait transpercé le doute comme un scalpel dans la pourriture. Et lorsque Victor désigna le fond de la salle d'audience, l'espace vide autrefois occupé par l'agent Glenn Baylor, le silence résonna comme une pause entre l'éclair et le tonnerre. Il répéta ce qu'il leur avait dit auparavant, mais sans hésitation maintenant. Il avait reconnu la démarche de Baylor, sa silhouette, sa lâcheté enveloppée d'autorité. Le procureur Mallory Ridge, le visage rouge et agité, bondit de son siège en lançant une avalanche d'objections. Il souleva des questions sur les ouï-dire, la crédibilité, les motivations d'un ancien employé de station-service qui avait tout à perdre et rien à gagner. Mais le juge Morton, sans lever les yeux, le rejeta. Son marteau ne claqua pas. Il frappa doucement, comme une ponctuation, à la fin d'une longue et pénible phrase. Puis vint le moment auquel personne ne s'attendait. Lyle se leva. Son expression était indéchiffrable, ni suffisante, ni victorieuse, simplement résolue. Il annonça un témoin surprise. La salle d'audience s'agita. Même Ridge parut momentanément abasourdi avant de se précipiter pour préparer une autre objection. Arthur Wyman entra par la porte latérale, calme et silencieux.
il n'avait rien d'un héros. Vêtu d'un simple costume gris, sans cravate, il serrait une enveloppe scellée à 2 mains. Arrivé à l'huissier, il la lui tendit sans un mot. La clé USB à l'intérieur était quelconque, juste une coque en plastique. Mais ce qu'elle contenait était assez lourd pour ruiner des carrières, des réputations et des illusions. Lorsque la vidéo a commencé à être diffusée sur l'écran suspendu, même les néons au-dessus ont semblé s'éteindre avec révérence. Granulée au début, la vidéo montrait la ruelle sous un angle étrange. L'horodatage dans le coin indiquait 23h03. Cela correspondait au témoignage de Victor. L'écran a clignoté une fois, puis s'est éteint. Rowan est apparu, trébuchant dans le cadre, déjà blessé mais vivant. Il s'est effondré près des poubelles, visiblement pas pris dans une embuscade, mais presque comme s'il avait été jeté là. Quelques instants plus tard, une deuxième silhouette a émergé de l'ombre, en uniforme, plus grande, boitant. Le visage s'est tourné vers la caméra une seule fois, assez longtemps pour tout confirmer. Glenn Baylor. Des halètements ont parcouru la salle d'audience comme une secousse avant un tremblement de terre. Certaines mains se sont portées à la bouche, d'autres se sont agrippées au siège, mais la vidéo ne s'est pas arrêtée là. Quelques secondes après la disparition de Baylor, une autre ombre est entrée dans le cadre. Lieutenant Rowan, toujours vivant, rampant, puis s'arrêtant, levant les yeux vers l'endroit où la caméra devait se trouver. Tout changea. L'idée planait sur la pièce comme de la fumée. Rowan n'avait pas été pris en embuscade dans la ruelle. Il avait été placé là, abandonné, pas forcément pour mourir, mais comme un message, à quelqu'un ou de quelqu'un. Le juge Morton suspendit à nouveau l'audience. Son visage était décoloré. Debout, il ne prit même pas son marteau. Il sortit simplement par la porte derrière le banc sans un mot. Certains dans la galerie commencèrent à chuchoter. D'autres fixèrent l'écran, repassant les images dans leur tête, essayant de reconfigurer ce qu'ils pensaient savoir. Ce soir-là, avant la reprise de l'audience, des agents fédéraux en costume sombre envahirent le palais de justice. Ils n'attendirent pas l'arrivée de Baylor. Il avait déjà tenté de s'enfuir. Ils le retrouvèrent des heures plus tôt, à mi-chemin de la frontière, le coffre rempli d'argent liquide et d'un téléphone jetable. Il fut arrêté à vue. La nouvelle tomba avant le coucher du soleil. Le procureur Ridge présenta sa démission par un communiqué de presse aux termes vagues. Priorité mal alignée, tension émotionnelle, envie de réfléchir. Personne ne le crut. La presse l'examina en quelques minutes. Pendant ce temps, des rumeurs fuyèrent du Capitole. L'équipe du sénateur Paul Wexley avait commencé à supprimer des pages de son site de campagne, ses soutiens aux forces de l'ordre, ses plans de sécurité publique. Disparus, réinitialisés, comme s'ils n'avaient jamais prononcé leur nom. Mais rien de tout cela n'était comparable à l'instant où l'huissier entra dans la salle d'audience et, d'un geste lent et délibéré, libéra Deon Maddox devant tout le monde. Le garçon se tenait là, tel un cerf, incertain de la circulation, désorienté, presque réticent à croire que sa liberté était réelle. Mais alors qu'il se tournait vers la tribune, la foule commença à s'écarter. Les gens reculèrent, dégageant un passage comme une mer qui s'ouvre. Au fond, un homme de grande taille attendait. Manteau usé par les intempéries, main calleuse, le père de Deon. Lorsqu'ils entrèrent en collision, ce fut silencieux. Pas d'acclamation, juste des bras autour d'un fils, les mains emmêlées en boucles serrées, un effondrement silencieux de peur et de soulagement. Les caméras de presse captèrent tout. Des flashs éclatèrent comme des pétards, mais Victor ne se retourna pas. Il avait déjà franchi la porte latérale, descendu les marches du palais de justice et pénétré dans la faible lumière du soir. Une semaine plus tard, le juge Morton démissionnait. Sa déclaration officielle invoquait des raisons de santé, stress, épuisement. Mais les greffiers murmuraient à propos d'une lettre oubliée dans son cabinet. Elle n'était adressée à personne, juste pliée et laissée sur son bureau. « J'ai fait respecter la loi. Je n'ai pas servi la justice. Je ne referai plus cette erreur. » Et dehors, dans les veines agitées de la ville,
quelque chose avait basculé. On ne prononçait plus le système avec résignation. On le prononçait avec ardeur, avec détermination, avec des projets. Parce que la justice avait désormais un visage, et elle venait de sortir de l'ombre.